Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. À l'Assemblée nationale, un projet de loi relatif à l'état d'urgence soumis par le gouvernement a été approuvé ce matin à l'unanimité par les parlementaires. Explication dans ce journal. Et Roch Marc Kabouré a été investi, le président burkinabé. Élément de réponse dans ce journal. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Adoption du projet de loi relatif à l'imposition de l'état d'urgence sous la présidence de Mohamed Ali Hamed, président de l'Assemblée nationale. Les députés se sont penchés ce matin sur le projet de loi relatif à l'état d'urgence soumis par le gouvernement et ils l'ont approuvé à l'unanimité par les parlementaires présents. Ce projet de loi était le seul soumis à l'examen et l'approbation des parlementaires. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed ainsi que plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur Hassan Omar, ont activement pris part aux travaux de cette session afin de défendre le projet débattu et l'avalisé par le député. Ce texte avait déjà reçu l'aval des membres de la commission de la législation et de l'administration générale. Le président de l'Assemblée a souligné que le texte sur l'état d'urgence a donc été adopté définitivement ce mercredi 30 décembre 2015 à la quasi-unanimité des députés à présent. Écoutez d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale. Le titre de député est prestigié, mais ne perdez aucunement de vue que notre mandat de représentation est avant tout l'insigne privilège que le peuple djiboutien nous a confié en vue d'œuvrer sans cesse pour la concrétisation de ses aspirations légitimes. Veiller à cette noble quête exige de tout élu de la nation qu'il ait en tout instant et en tout lieu un comportement exemplaire à la hauteur de l'importance des prérogatives du Parlement et une rigueur inébranlable vis-à-vis du collège électoral. Parmi les nombreuses obligations inhérentes à l'office que nous exerçons comme législateurs, respecter l'institution parlementaire, la maison du peuple, sa sacralité, sa portée et sa place est une exigence minimale. En ma qualité de premier garant de la préservation autant du prestige du Parlement que du déroulement régulier de ses activités régaliennes, soyez fermement convaincus, chers collègues, que je ne ménagerai aucun effort pour faire en sorte que la déférence à laquelle a droit cet auguste cénacle sera pleinement rendue. Aussi, je profite du début de cette séance solennelle pour demander aux députés de l'opposition, en particulier, de se ressaisir dans l'apport de leurs contributions, notamment lors des séances. Je ne peux tolérer l'initiative de dimanche dernier, entreprise unilatéralement et sans préavis par mes collègues de l'ISN qui ont choisi de déserter leur place dans le banc de l'hémicycle, faisant fi de l'ordre du jour qui comportait l'examen de la loi des finances initiales 2016, ces genres de plénières étant de plus attendus par leurs pairs de par le monde. Je déplore les agissements provocateurs. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui, comme demain, rappeler à tous les parlementaires que toute tentative d'entraver le cours serein du travail pour lequel nous avons été élus serait strictement combattue par les dispositions du règlement intérieur. Car, en tant que président de l'Assemblée nationale, il est de mon devoir de veiller constamment à ce qu'il en soit ainsi, si tant est que nous sommes convaincus vraiment qu'il nous faut d'abord privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Et pour moi, voyez-vous, cette exigence est sacrée.
Un large débat a eu lieu entre membres de l'exécutif et du législatif sur l'adoption de ce texte de loi qui vise, selon eux, à envoyer un message très clair aux terroristes puisqu'il modifie la loi de 1995 sur l'état d'urgence pour l'adapter, en prévoyant notamment l'élargissement des assignations à résidence des personnes dont le comportement paraît constituer une menace pour la sécurité et l'ordre public, ou la dissolution des groupes radicaux. L'on précise également que les forces de l'ordre pourront convoquer plusieurs fois par jour ou au commissariat certaines personnes. La loi a été quelque peu durcie, mais elle représente un garde-fou persistant. Il a en outre été inscrit dans la loi l'obligation d'informer le Parlement des mesures prises pendant l'état d'urgence. Il appartiendra aux élus de la nation de veiller au contrôle de l'exécutif sur la pertinence des moyens employés. Cette mesure a été décidée afin de rassurer certains citoyens et de préserver leurs droits. Selon le législateur, ce projet de loi ne fait que poser le cadre général de l'état d'urgence. On précise également qu'un décret d'application sera pris en Conseil des ministres pour instituer l'état d'urgence en tant que tel. Il est à noter aussi que ce décret ne peut excéder une durée de 15 jours. Au-delà de ce laps de temps, si l'exécutif souhaite proroger l'état d'urgence, il faut une nouvelle loi dûment votée par le Parlement et fixant la durée définitive de l'état d'urgence. Les élus, en leur qualité de représentants du peuple, veillent donc sur la garantie et la sauvegarde des libertés fondamentales. Cette situation dérogatoire ne peut en aucun cas être prolongée dans leur consentement. Suivez une partie des débats qui ont eu lieu. C'est très intéressant pour amener la stabilité des pays. J'approuve le projet de loi qui a été présenté. Merci. Je pense, Monsieur le ministre de l'Intérieur, que l'enjeu réside autour du renforcement de l'arsenal. L'enjeu autant dans le renforcement de l'arsenal répressif que dans celui des moyens humains et matériels de nos services de renseignement et de nos forces de police et de la gendarmerie. Combattre le terrorisme nécessite un accroissement des effectifs de police et des services de renseignement, des douanes et de la justice. Aussi, pourriez-vous nous indiquer, Monsieur le ministre, si les besoins et les moyens exprimés par vos services pour combattre aux nombreuses exigences de cette présente loi ont été pris en compte dans la loi des finances 2016 du budget de l'État. Enfin, je ne pourrais clôturer ma prise de parole sans vous dire que je suis d'accord avec ce projet de loi qui vise à garantir la sécurité nationale. Lorsqu'il est question d'intérêt général et de la défense de la nation, tous les leviers doivent être actionnés. Merci. Dans un monde confronté aux dangers terroristes devenus permanents depuis une décennie, notre pays, à l'instar de nombreux autres, doit se doter d'instruments légaux appropriés, capables d'indiquer la menace. Cette loi n'est pas destinée pour réprimer le peuple djiboutien. Certains ont voulu faire croire, surtout sur les réseaux sociaux, que le gouvernement djiboutien vise par cette loi le peuple djiboutien. Non. Non. Cette loi n'est pas inventée par la République de Djibouti. Elle existe dans tout le pays, je dis bien. Chez nous, elle existait au niveau de la Constitution, notamment l'article 61. Tout le monde, y compris, n'est-ce pas, dans les instances internationales, nous sont félicités parce que Djibouti est un État de droit. Les forces de l'ordre djiboutiennes sont des agents publics honorables et compétents qui font toujours preuve d'une grande intégrité personnelle et professionnelle dans l'accomplissement de leurs fonctions. La force publique est chargée de faire respecter la loi, de maintenir l'ordre public et d'assurer la protection des citoyens. Ces derniers temps, malheureusement, notre force publique sont devenues les cibles de certains détracteurs, voire même oser d'agresser physiquement nos forces de l'ordre. Cela étant, le gouvernement a toujours donné des instructions fermes
aux policiers, à la gendarmerie, pour que, même s'ils sont agressés physiquement, leur action doit se limiter à la légitime défense, sauf en cas de terrorisme. C'est ce qu'ils sont en train de le faire. Pour les moyens, madame, le gouvernement a pris tous les moyens nécessaires, n'est-ce pas, pour la police, la gendarmerie et même l'armée nationale dans le budget de 2016 pour les renforcer davantage pour qu'ils défendent et assurent la sécurité dans notre pays. Nous ne nous permettrons à personne de mettre en cause la sécurité de la République de Djibouti. Je dis bien à personne. Le député Ilmi Moussa Hassan, porte-parole du président de l'Assemblée nationale et président de la commission paritaire parlementaire UMP, a indiqué que vu les menaces des groupuscules tels que l'État islamique ou Al-Shabaab, qui sèment partout la terreur sans nom, il est apparu évident, voire nécessaire, de doter le pays d'un instrument juridique afin de renforcer la paix et la sécurité de notre nation. Cette loi, présentée par le ministre de l'Intérieur, elle découle de notre Constitution, l'article 61 de notre Constitution, et cette loi, cet article de la Constitution doit être détaillé par une loi cadre. C'est aujourd'hui que nous avons mis en place la loi cadre qui fixe les conditions de l'état d'urgence. Vous savez aujourd'hui que Djibouti est placé stratégiquement dans un lieu où il nous entoure beaucoup de dangers, des pays en guerre, les terroristes Al-Shabaab à côté et beaucoup d'autres terroristes qui nous entourent dans les pays limitrophes. Pour faire face à ces dangers et pour protéger les développements en cours, pour protéger la vie des Djiboutiennes, pour protéger notre pays de tout genre de menaces, l'État, nous avons mis en place cette loi. Il explique que l'administration centrale peut entreprendre plusieurs actions. Les préfets sont responsables de vérifier, de contrôler les mouvements des véhicules, les mouvements des personnes et les associations, les mouvements des associations qui ont pour but de perturber et tous les malfaiteurs ou tous les terroristes qui dérangent le pays. Notre pays aujourd'hui est en phase de développement des grandes infrastructures où il y a beaucoup de projets, plus de 12 milliards de dollars djiboutiens qui ont été injectés par des pays amis. Et ce développement, ce projet, l'avenir meilleur que les Djiboutiens souhaitent, mérite d'être protégé plus que jamais. La loi aussi, il définit aussi la loi, il donne à l'administration centrale et au ministère de l'Intérieur d'intervenir chaque fois où la situation le permet. Le Parlement aura le contrôle et le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, informera immédiatement à chaque fois qu'il y a des mesures prises par le gouvernement. Il doit informer en urgence l'Assemblée nationale. Cette loi a été votée aujourd'hui par la majorité des députés de l'Assemblée nationale. Et justement, les points saillants du nouveau texte sont les suivants. Le régime des assignations à résidence est modernisé et est élargi à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Le régime des perquisitions fait également l'objet de précisions. Ainsi, aucune perquisition administrative ne pourra viser les locaux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire. La loi ouvre la possibilité de dissoudre les associations ou regroupements de fait
qui participe, facilite ou incite à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur pourra ainsi prendre toutes mesures pour bloquer même des sites faisant l'apologie du terrorisme ou incitant à des actes terroristes. Enfin, les peines encourues pour les infractions aux dispositions sur les perquisitions ou les assignations à résidence sont substantiellement accrues. À l'approche du nouvel an, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a profité de l'occasion pour présenter ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à l'ensemble des concitoyens. Il a également adressé ses meilleurs vœux de santé et de réussite au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la première dame, Khadra Mohamed Had, et à ses collègues députés. On l'écoute. Au sein de la nouvelle année 2016, j'éprouve l'énorme plaisir de souhaiter les meilleurs vœux à vous tous ici présents et à l'ensemble de nos concitoyens. Également, j'ai saisi cette occasion pour adresser mes chers collègues en votre nom et à mon nom propre nos meilleurs vœux de robuste santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et à la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Had. Je forme le vœu que la nouvelle année qui s'ouvre devant nous soit une année sereine, une année de pérennisation de la paix durable, de la sécurité et de la consolidation de la cohésion nationale, valeurs fondamentales qui caractérisent notre nation. Nous savons tous que 2016 sera une année importante pour la République de Djibouti. Outre un rendez-vous politique très important, je vais parler, vous l'aurez compris, des élections présidentielles d'avril. Elles devraient en effet marquer la finalisation d'un certain nombre de grands projets de construction des infrastructures engagés par le gouvernement sous la haute égide du chef de l'État. Elle devrait également consacrer l'impulsion de nouveaux projets d'importance capitale, lesquels devraient d'une part renforcer la position de notre économie pour qu'elle soit plus compétitive dans l'économie globalisée et d'autre part conforter encore davantage la place de notre pays dans le concert des nations. Je suis donc convaincu que les efforts déjà engagés par le gouvernement se poursuivront pour maintenir notre pays sur le chemin de la croissance économique inclusive et du développement durable et par conséquent améliorer davantage les conditions de vie de nos populations. Honorables députés, chers collègues, en tant qu'élus du peuple, porte-voix de ces aspirations légitimes, nous devons nous engager, comme à l'accoutumée, à être les catalyseurs et les acteurs décisifs dans la mise en œuvre et la réussite de ces grands projets d'envergure engagés dans le but d'assurer un avenir radieux à l'ensemble de la population djiboutienne. En somme, l'année 2016 doit être pour nous une année de travail et d'engagement soutenu pour le bien-être de nos populations. Que le Seigneur Tout-Puissant nous assiste et guide nos pas. Dans le reste de l'actualité, avec cette visite de l'ambassadeur d'Éthiopie au Premier ministre, l'ambassadeur éthiopien en poste à Djibouti, Souleymane Dedefo, a rendu ce matin une visite d'adieu au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdellah Kamel. Cette visite d'adieu marquait la fin du service de l'ambassadeur à Djibouti et sa mission a été qualifiée par le Premier ministre de fructueuse. L'ambassadeur a chaleureusement remercié les autorités djiboutiennes et surtout le Premier ministre pour son soutien et son appui indéfectible dans le renforcement des relations bilatérales. Il a d'ailleurs exprimé une vive émotion et ses regrets de quitter Djibouti, mais je pars, a-t-il dit, en ayant le sentiment d'avoir beaucoup accompli. Il a exprimé ses vœux de plein succès aux relations d'amitié et de confraternité entre nos deux pays, se déclarant persuadé que son successeur aura également beaucoup de réussite dans l'accomplissement de sa mission. Ce dernier va bientôt prendre sa fonction. Pour sa part, le Premier ministre a vivement remercié l'ambassadeur pour son immense travail accompli et pour la consolidation des relations entre les deux pays. Il a rappelé les liens historiques et culturels qui unissent les deux pays et a ajouté l'interdépendance économique. Il a plaidé pour le renforcement des relations économiques, sociales et culturelles. Et ensuite, le Premier ministre a conclu en mentionnant l'excellente relation de la coopération profondément enracinée entre les deux pays. Sport cette fois avec ce lancement hier de la Coupe de Balbala et ce sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport en partenariat avec la commune de Balbala. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Badoul Hassan Badoul et le président de la commune de Balbala Youssouf Nouhou, les responsables communaux
pris part au lancement de ces activités. C'est par l'athlétisme qu'ont donc débuté ces compétitions, une course à pied qui a réuni les jeunes garçons et filles. Diverses disciplines seront inscrites au programme de jeu, à savoir l'athlétisme, le football, mais aussi des activités culturelles. Et les compétitions dureront 10 jours. En bref, en image, le Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens WARF a tenu hier une réunion sur l'évolution actuelle du pays et les voies et moyens de promouvoir l'unité nationale. Cette réunion a été présidée par le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Abdeslam Farah, en présence notamment du chef du Haut Comité du Fatwa, Cheikh Abdulrahman Shamsuddin, ainsi que plusieurs ulémas de la capitale. Les ulémas ont exhorté la population djiboutienne à ne pas prêter l'oreille aux rumeurs et médisances qui portent atteinte à l'unité et à la stabilité nationale. Ils ont appelé à la préservation de la paix et la stabilité de notre pays. oo la adeeco wixii wanaaga ee danta diinta iyo dalka dadkuba ay ku jirto inay ka mid tahay usuusha caqiidada fawaa'id badan iyo diintii iyo adduunyadii baa ku dhan baa la yidhi waxaa ka mid arrinta sharcigii ilaahay oo lagu dhaqmo sunnihii rasuulkeennii udgoonaa calayhi salaatu wasalaam oon raacnaa ku jirta kelmaddii ummadda muslimiinta oo mid ah ku jirta safkii oo la mideeya ayaa ku jirta dadkii oo muwaadiniinta ahaa oo qalbigoogu isku wanaagsanaado isjeclaata ayaa ku jirta haddii culimmadu ay tahay waxay inagu waanisay inaan laga fogaado maaragtay wixii fidmad kicinaya ee buuq keenaya in laga fogaado maxaa yeelay fidmadu dee waxay ka dhalataa dee waxaan aan la filanayn baa ka yimaada waana aragnay adduunyada imaka wax fidmad yalow shay ka kacday waxay adduunyada ay ku dambaysay dawlada idlan ay ku rugmadeen dawladda idlan ay ku baaba'een dad idlan uu ku qaxootiyoobay dad idlan maaragtay maanta meel ay joogaan aan la galeelay kadaalika fitnadu waxay tahay maaragtay ta'ummu saalix wa taalix qofkii fiicnaa iyo qofkii xumaaba way wala helaysaa madax baa jirta oo la sameeyaa waynu samaynay waan iska ogolnahay boqolkiiba 200 iyaan ogolnahay oon raacsannahay haddaan culimadii nahay islaamka ee reer Djibouti haddii aanu nahay waan raacsannahay waxa ka hor jeeda dawagurayana ka dhan baan nahay intaasi weeyaan horta murtidu go'aanadan u dambeeya ayuu markaas majlisku ugu baaqay ummadda reer Djibouti iyadoo ah in la ilaaliyo danta guud ee wadanka oo markaas iyaduna lagu ilaalinayo ammaanka wadanka iyo ammaanka muwaadiniinta iyo in la raaco hoggaanka muslimiinta madaxweynayaasha muslimiinta in la daba joogsado oo gaar ahaan inaga madaxweynaheena aan ummaddu ay ku taageerto wixii ummadda wanaag u horseedayo inaan lagu garab joogo. Un mot en basket, sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, la fédération djiboutienne qui a clôturé hier le stage de formation en arbitrage en présence d'un représentant de la Fédération internationale du basket. Par la remise d'attestation, le représentant de la Fédération internationale du basketball, Ahmed Aflakaki, n'a pas manqué de féliciter la Fédération djiboutienne du basket, en particulier le président Mohamed Jilani pour ses efforts constants pour améliorer le niveau du basket djiboutien. Monsieur Jilani Mohamed, quant à lui, après avoir remercié la Fédération internationale, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport de ce stage, a invité la jeunesse djiboutienne à s'adonner à la pratique du sport en général. C'est un problème de volonté. Donc si vous voulez être des bons arbitres, ça vient de soi-même. Nous venons aujourd'hui à la clôture du stage d'arbitrage qui a été un moment important pour le développement du basket de notre pays. Plusieurs thèmes ont été abordés durant le stage qui étaient principalement les règles fondamentales de l'arbitrage et du chronométrage, mais aussi un dispositif pédagogique pour le meilleur savoir-être et savoir-faire, au bénéfice combiné au développement personnel de nos filles et garçons à l'arbitrage. Ils sont les suivis des pratiques des stagiaires et les examens et les fins des stages. Le premier objectif recherché par ces stages est de contribuer à la détection et à la formation des jeunes techniciens et arbitres du basketball de notre pays.
le choix d'une telle vision pour la promotion du basket à Djibouti est aujourd'hui fortement apprécié par les jeunes. Cette année, la fédération a organisé 2 stages animés par des experts étrangers qui ont permis la perfection des techniciens du basketball. Ces résultats méritoires ont été obtenus grâce à la Fédération djiboutienne de basket. Actualité à présent hors de nos frontières, avec cette investiture du nouveau président du Burkina Faso, Roch Marc Kaboré. Cette investiture s'est déroulée hier en présence d'une demi-douzaine de chefs d'État de la région. Son élection intervenue le 29 novembre dernier a mis fin à une année de transition politique. Explication. L'ancien Premier ministre de l'ex-président Blaise Compaoré, Christian Kaboré, a prêté hier serment en tant que président du Burkina Faso. Son investiture met fin à une transition d'1 an qui a suivi le départ de Blaise Compaoré. Kaboré a été élu le 29 novembre dernier au premier tour du scrutin où il a obtenu 53,46% des voix. Son élection a été reconnue par ses adversaires politiques et a été saluée par la communauté internationale. Les chefs d'État de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et le président Alpha Condé de Guinée ont assisté à la cérémonie de prestation des serments qui a eu lieu au Palais des Sports de Ouagadougou. Les autorités de la transition ont par ailleurs tenu leur engagement. Les gouvernements et le Conseil national de la transition ont présenté lundi dernier leur démission, conformément au calendrier, laissant les champs libres à Kaboré. À 58 ans, Christian Kaboré va prendre la tête du pays pour un mandat de 5 ans. Le nouveau président élu du Burkina a été proche de l'ancien président Blaise Compaoré qui l'a servi pendant 26 ans, occupant les plus hautes fonctions politico-administratives. Il a été ministre, conseiller du président, député, président de l'Assemblée nationale et Premier ministre. À la tête de ce pays de 17,4 millions d'habitants, Christian Kaboré va relever les nombreux défis, dont, entre autres, la lutte contre le chômage des jeunes. La jeunesse burkinabé représente près de 70% de la population. Elle est frappée par un chômage massif endémique. Et au Pakistan, un attentat suicide par les talibans dans une ville de la province de Peshawar, au nord-ouest du pays, qui a fait au moins 26 morts et près de 70 blessés. 26 personnes au moins ont perdu la vie hier et 70 autres ont été blessées dans un attentat suicide survenu dans la ville de Mardan, au nord-ouest du pays, à une quarantaine de kilomètres de Peshawar. Un kamikaze muni d'une bombe a foncé sur les bureaux des services d'état civil, devant lesquels plusieurs centaines de personnes attendaient leur tour. L'attaque a été revendiquée par le groupe Jamaatul Ahrar, une faction de combattants djihadistes, les talibans pakistanais. Depuis plusieurs années, les autorités mènent une offensive contre les groupes armés dans cette région proche de la frontière afghane. Cet attentat intervient à l'approche d'un nouveau round des négociations qui doit se tenir en janvier entre le Pakistan, l'Afghanistan, la Chine et les États-Unis pour relancer les pourparlers de paix avec les insurgés. Ces pourparlers ont été gelés depuis l'été dernier. En l'espace de 10 ans, les attentats des groupes islamistes ont tué plus de 27 000 civils pakistanais. En Irak, alors que l'armée a annoncé la prise de la ville d'Al-Ramadi, des combattants djihadistes de l'État islamique, le ministère américain de la Défense, autrement dit le Pentagone, a indiqué que les frappes aériennes des forces de la coalition ont tué au cours de ce mois de décembre 10 responsables de l'État islamique en Irak et au Levant Daesh. Explication. Selon le Pentagone, l'État islamique a subi ces dernières semaines d'importantes pertes avec la mort de 10 de ses responsables en Irak et en Syrie. Parmi eux se trouve un djihadiste français du nom de Sharaf al-Mouadden. Il serait lié à l'un des kamikazes du Bataclan et à Abdulhamid Abaoud, l'organisateur présumé des attentats du 13 novembre dernier. Le colonel Stevie Warren du Pentagone a voulu toutefois rester prudent quant à la suite des combats. Il est important de se rappeler, a-t-il dit, que la conquête de Mossoul est différente d'Al-Ramadi. C'est une très grande ville et il faudra plus d'efforts, d'entraînement et d'équipement. Bagdad veut reprendre Mossoul, la plus grande ville aux mains des djihadistes en territoire irakien. Fin de cette édition, merci de votre très aimable attention, restez avec nous pour le focus. Nous allons faire le point sur les dires de Bernard Cazeneuve, ministre français de l'Intérieur. Restez avec nous juste après la pause avec Choukri Moussa, mais juste avant, l'appel à la prière.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. La direction de la CNSS Place maintenant au focus. Choukri Moussa nous a rejoint. Bonjour Choukri. Bonjour Asma. Il n'y a pas de place ni pour la violence ni pour le racisme. C'est ce qu'a déclaré le ministre français de l'Intérieur. De l'Intérieur, oui. Asma, je te remercie de m'accueillir sur le plateau. Bonjour tout le monde. Et pour commencer mon sujet de focus, il y a Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur français, s'est rendu à Ajaccio, qui se trouve au sud de la Corse, ce matin, pour exprimer sa solidarité aux forces de sécurité mobilisées depuis le début des violences. Je tiens mes approbations les plus fermes à l'égard de ceux qui ont commis des actes anti-musulmans, racistes et xénophobes. C'est ce qu'a donc déclaré le ministre de l'Intérieur français. Ces actes, a estimé Bernard Cazeneuve, n'ont pas leur place dans cette île et ne correspondent pas à la culture corse. Je suis convaincu que c'est là la volonté, Asma a-t-il précisé, de l'ensemble de ceux qui vivent en Corse. Le ministre donc de l'Intérieur français a en outre tenu à remercier les élus de Corse qui, dans la multiplicité de leur sensibilité, se sont exprimés de façon absolument responsable pour condamner ces actes. Donc ce sont les actes qui se sont passés les jours derniers. Et pour mon deuxième sujet focus aujourd'hui, Asma, c'est un sujet insolite. Il va porter sur un hommage. Christian Carolo retourne sur les traces de son grand-père et photographie les mêmes lieux, voire les mêmes scènes 30 ans après son aïeux. Et si je pouvais reproduire les photos de mon grand-père, s'est demandé donc un jour Christian Carolo, après avoir découvert par hasard des clichés dans une petite boîte.
des photos prises 30 ans plus tôt de la côte de l'Oregon aux États-Unis où il devait se rendre quelques jours après. C'est à ce moment-là que sa mission est née, explique-t-il dans son blog. Depuis 2012, ce photographe de Philadelphie sillonne le continent sur les traces de son grand-père, un amoureux plutôt de l'Amérique et des voyages, décédé en 2008. Plus de 100 lieux retrouvés à partir des photos elles-mêmes et des carnets de voyage tenus par sa grand-mère. Christian Carollo a retrouvé plus de 100 lieux foulés par son aïeux. Le dernier en date, une cathédrale de Californie saisie dans le temps entre le 29 avril 1979 et le 25 décembre de cette année. Au cours de ces voyages, le photographe a même réussi à capturer des scènes à l'identique, comme à San Francisco, où il a retrouvé par hasard en mai 2015 un pêcheur photographié 30 ans plus tôt Asma par son grand-père. Le projet baptisé Présente Past a été fait avec amour et autofinancé. Assiste ce petit fils scrupuleux. Voilà donc Asma pour le focus d'aujourd'hui. J'ai fini. Merci à toi. Merci Asma. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur notre antenne. La Société djiboutienne de commerce SDC Group, votre distributeur des produits cosmétiques et alimentaires, vous dévoile toutes les gammes de produits de grandes marques dont elle dispose l'exclusivité comme Dettol, Axe, Dove,